Sans plus tarder, je demande à Laurent Brunet, directeur technique Hauts-France du groupe Suez, voilà, qui est déjà avec nous. Merci Géraldine Rollin, qui est venue. C'est même pas la régionale de l'étape. Vous êtes chez vous ici. Vous êtes responsable d'investissement eau et assainissement au sein de la Banque des Territoires. Et je me tourne alors vers Mélissa pour savoir ce qu'il en est de Monsieur Thierry Burlot. Est-ce qu'il est avec nous? Il est derrière moi, formidable. Voilà, je m'attendais à vous Bonjour. avoir avec nous, Monsieur Thierry Burlot, mais on imagine que votre agenda vous a empêché de faire le déplacement jusqu'ici. C'était important, Monsieur Burlot, de vous avoir avec nous pour nourrir, instruire la réflexion sur les enjeux financiers d'une gestion durable de l'eau. Alors, les mots ont leur importance. Durable, c'est en référence au développement durable. Et effectivement, on peut faire l'hypothèse que gérer l'eau en intégrant les enjeux environnementaux, économiques, sociaux et autres, etc., rend finalement cette gestion plus coûteuse. Donc, comment on la finance, c'est ce qu'on va voir au cours de cette table ronde. Commençons donc par vous, Thierry Burlot. Alors, vous êtes président du Cercle français de l'eau depuis 2019. Avant de vous laisser le soin de nous présenter ce dispositif en quelques mots, je rappelle que vous avez été vice-président d'une région, et pas n'importe laquelle, la région Bretagne, en charge de l'environnement, et que vous avez conduit des politiques de l'eau, de la biodiversité, des déchets et de l'économie circulaire à l'échelle de cette région. Je n'égrène pas davantage votre biographie, elle témoigne de votre intérêt ancien pour la question de l'eau. Et alors peut-être pour lancer la discussion, la gestion durable de l'eau, ça se traduit de votre point de vue par quels éventuels surcoûts. Mais avant toute chose, dites-nous un mot sur cette instance, le Cercle français de l'eau que vous présidez. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je vous prie de bien vouloir m'excuser de n'être présent à vos côtés. Je vous écoute depuis ce matin et une nouvelle fois, je constate que ce dossier est inépuisable. Et finalement, je suis assez content que le président de la République ait pu prendre cette initiative, car les événements que l'on vit et que l'on va vivre malheureusement vont nous obliger à changer nos comportements. Et dans le prolongement de ce qu'a dit André Bernard, je voudrais dire qu'on ne fera pas les uns sans les autres, et encore moins les uns contre les autres. Et que les solutions ne seront que collectives. Aujourd'hui, vous savez, il n'y a plus grand-chose qu'on partage tous ensemble. Et le bien commun que constitue la nature, l'eau, la biodiversité, c'est aussi notre capacité à vivre ensemble, notre capacité à protéger nos concitoyens, c'est la santé publique, c'est la question des générations futures, c'est la question de ce qu'on va laisser à nos enfants et à nos petits-enfants. Donc c'est une question majeure. Alors, c'est des mots... Alors, elle n'est pas simple. Excusez-moi, Monsieur Burlot, merci, Oui. merci pour ces mots, mais permettez-moi d'en venir au vif du sujet, c'est-à-dire, je note que vous nous avez, je souhaitais quelques mots sur le cercle, mais au-delà de ça, en quoi la question financière, les enjeux de financement, expose au risque d'exacerber ces conflits autour de l'eau. Quelle est votre vision de la manière de financer les politiques de l'eau? Je vais vous répondre. Sur le cercle d'abord, pour vous dire que le Cercle français de l'eau, c'est une organisation qui justement essaye, avec des collectivités territoriales, des entreprises de l'eau, des énergéticiens, des agriculteurs demain, je l'espère, des associations de protection de l'environnement, essaye de penser collectivement le sujet. Parce que je crois qu'encore une fois, on n'arrivera pas les uns contre les autres. Sur le sujet du financement de tout cela et des questions un peu stratégiques. Moi, je vais commencer par vous dire quelque chose que je considère de très important. Aujourd'hui,
on a tous besoin d'argent, ça a été dit tout à l'heure, et on voit bien que le système ne fonctionne pas, ou ne fonctionne pas suffisamment bien. Dès que vous parlez de ces questions de bien commun, parce qu'il s'agit d'un bien commun, qui est essentiel pour toutes les activités humaines, économiques, sociales, qui sont utiles pour produire de l'énergie. Bref, on a besoin d'eau dans tous les domaines d'activité. Et on en a surtout besoin aussi pour notre santé, pour notre bien-être, pour notre... Voilà. Dès qu'on parle de ces sujets-là, ce sont immédiatement des sujets de tension. Parce que, alors, auparavant, c'était des tensions sur la qualité. Et aujourd'hui, on découvre avec cette accélération les questions de la quantité et du partage. Donc, plus que jamais, cette question est centrale. Et je pense que les territoires qui se développeront demain, qui pourront se développer, seront les territoires qui auront su ménager, protéger leurs ressources naturelles. Ce que je vais vous dire, pour commencer, sur le financement, c'est qu'aujourd'hui, tout est fait en France pour encourager les mauvaises pratiques en termes de fiscalité. Et je vais vous prendre un exemple. Aujourd'hui, plus vous urbanisez, plus vous impactez le foncier, plus vous imperméabilisez les sols, plus vous êtes aidé. Je prends 3 situations. Le propriétaire qui vend un terrain constructible, pensez bien qu'il n'en tire pas la même valeur que lorsque le terrain est classé, par exemple, en zone humide à protéger. Et pourtant, qui c'est qui fait le plus d'efforts? Celui qui va urbaniser ou celui qui va protéger une zone humide vitale pour l'ensemble de la population? Premier exemple. Deuxième exemple, l'agriculture. Aujourd'hui, vous êtes agriculteur, vous êtes dans un périmètre de protection de captage ou dans une zone à protéger, dans une zone à ménager pour le bien commun. Vous avez finalement aucune pérennisation d'un financement public. Vous êtes une collectivité territoriale. Plus vous urbanisez, plus vous construisez, plus vous impactez, plus vous aurez de DGF, dotation globale de fonctionnement, plus vous aurez de fiscalité, plus vous aurez de développement. Et à l'inverse, vous êtes une commune qui doit protéger des têtes de ballon, des zones humides, faire du bocage. Vous le faites très bien, sans aucune compensation financière. Et là, ça ne va pas. Donc je pense que le système global, d'abord, ne va pas. C'est-à-dire qu'on devrait encourager plus les démarches vertueuses et aider plus ceux qui protègent le bien commun que ceux qui l'impactent. Alors, Ensuite, excusez-moi, je vous ressollicite, mais alors plus au titre de vice-président de la région Bretagne que vous avez été. Alors, l'échelon régional, en quoi il permet de réparer ce hiatus dans les mécanismes de financement? Alors, juste avant de descendre à la région, si vous me permettez, les agences de l'eau. Et là, il faut reconnaître qu'en France, on a quand même un système qui est assez intéressant. D'abord, loi de 64, la cohérence hydrographique de l'amont vers l'aval sur les grands bassins hydrographiques, et on voit bien que tout est dans tout. Et pour présider le comité de bassin Loire-Bretagne, on voit bien que les enjeux de la Loire, ils se jouent aussi dans le Massif central. Donc, nécessité d'avoir une cohérence d'action sur un périmètre hydrographique. Et la deuxième force, à mon avis, de la loi sur l'eau de 64, c'est d'avoir créé les agences financières et le système des redevances qui permet, lorsqu'on consomme de l'eau au robinet, de payer une redevance qui profite ensuite au système des agences qui peuvent redistribuer des aides financières aux uns et aux autres. Le système, c'est quand même 2 milliards d'euros par an qui sont redistribués et je crois qu'on doit avoir là l'une des rares politiques publiques en France qui a un budget dédié. Donc ça, il faut surtout le protéger. Alors on voit bien, pour répondre à votre question, que quand on descend au niveau des régions, ou des départements d'ailleurs, ou des EPCI, ou des communes, la question a été posée à un moment donné de savoir, mais qui est responsable? Qui est responsable de la politique de l'eau? Et cette question est intéressante, parce que finalement, on se dit, c'est l'État. L'État n'arrivera pas tout seul. Ce sont les comités de bassin, les agences de l'eau. Nous, on distribue de l'argent. On n'a pas de compétences particulières dans les territoires. Les régions, aucune compétence. Les départements, aucune compétence. Et vous voyez, et on arrive ensuite au petit cycle de l'eau avec les compétences locales, mais commune ou intercommunalité. Et vous voyez, comment une région
par exemple, je prends l'exemple de la Bretagne, peut imaginer demain se développer et écrire un schéma régional d'aménagement et d'égalité des territoires sans se soucier de la question de l'eau. C'est pas possible. Donc je dis ça pour dire que la responsabilité politique de l'eau, finalement, elle appartient à tous les niveaux de collectivité et à tout à chacun. Et encore une fois, on a besoin de tout le monde, parce que le chantier, il est gigantesque. Alors, il sera intéressant, merci Thierry Burlot, il sera intéressant de voir ce que vous pensez de l'arrivée de nouveaux acteurs, à commencer par la Banque des territoires, hein, dans les mécanismes de financement. Mais avant d'entendre Géraldine Rollin, j'aimerais entendre une autre voix, celle qui représente au fond le monde industriel ou des opérateurs de l'eau. À travers vous, Laurent Brunet, vous êtes directeur technique d'un acteur important, puisqu'il s'agit de directeur technique Eau-France du groupe Suez. Alors, je vous invite à vous reporter également sur votre bio. Vous avez voyagé à travers le monde, des expériences donc à l'international. Alors, peut-être pour poursuivre la discussion, du point de vue de l'industriel, on va dire, quels sont les surcoûts engendrés par une gestion nécessairement durable de l'eau? Comment ça se traduit à votre échelle? Oui, là ça marche. Merci beaucoup. D'abord, bonjour. Merci de m'avoir invité à participer à ces échanges qui sont absolument passionnants. Alors, depuis ce matin, c'est dit énormément de choses, donc je me demande si ce que je vais dire est vraiment nouveau ou si ça ne va pas être des redites on va en juger. Ou dit avec d'autres mots. En fait, je voudrais rebondir sur un certain nombre de choses que j'ai entendues qui m'ont beaucoup interpellé, qui font écho à un message que je voulais passer. Ça a commencé ce matin par l'expression en fait, de la représentation. On ouvre le robinet, ça coule. Ça a été la représentation pendant quelques décennies. Et effectivement, aujourd'hui, finalement, le système de financement de l'eau, il est bâti dans cette représentation-là. C'est-à-dire, on ouvre le robinet, ça coule, donc on a à gérer un bien, on ne se soucie pas de sa disponibilité, il est là, et on a juste à répondre à un besoin qui est j'ai besoin de l'eau, donc j'en ai, il faut me l'amener, j'en ai, je la consomme, je la traite après usage. Et ça, c'est comme ça que ça a été financé finalement pendant des décennies. C'est le système l'eau paye l'eau, c'est la rémunération des opérateurs comme nous au mètre cube, et ça a été mentionné ce matin. Ce système-là, il a bien fonctionné pendant pas mal de temps, et ça a permis finalement à ce que l'eau soit amenée à tous les foyers, à peu près partout en France. Effectivement, aujourd'hui, on n'est plus dans le même cas de figure. Parce que ce qui est demandé aux gestionnaires de services d'eau, ça n'est plus uniquement d'amener l'eau à chacun, c'est de préserver la ressource, c'est de s'assurer qu'il y a une adéquation entre l'eau disponible et les besoins, c'est de pousser chaque acteur vers la sobriété pour pouvoir faire avec un bien qui se raréfie. Et là c'est plus la même chose. Effectivement, c'est plus les mêmes coûts, c'est plus les mêmes modes de financement. Et effectivement, le système l'eau paye l'eau atteint un petit peu ses limites dans ce cadre-là, parce que on s'aperçoit, et Thierry Burlot l'a dit. La politique de l'eau, on parle de la politique de l'urbanisation, on parle de la biodiversité, on parle de toute une série de sujets dont chacun ne peut pas être financé, chacun indépendamment les uns les autres. Donc là, il faut aller vers trouver des modèles différents où les coûts vont pouvoir être répercutés correctement sur les différents acteurs. Alors, vous me disiez comment les coûts, quels sont les coûts qui sont générés par ces nouvelles conditions. Il y a évidemment la partie l'eau, la ressource qui se raréfie. Ça a été dit ce matin, une ressource aussi se raréfiant a tendance à être aussi plus fragile, plus fragilisée, donc peut-être parfois exiger des traitements supplémentaires. Et puis il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, qui est peut-être, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, peut-être on n'en a
pas peut-être suffisamment parlé dans le plan eau, c'est le volet assainissement. C'est-à-dire que l'eau, on l'utilise, ensuite il faut assainir les eaux usées. Et là, l'assainissement, on rentre aussi dans un nouveau monde. On a parlé ce matin des micropolluants, c'est un sujet qui aujourd'hui n'est pas complètement adressé quand on parle de traitement des eaux urbaines. Il va falloir s'en préoccuper. On parle d'efficience énergétique, il va falloir s'en préoccuper. Et tous ces sujets-là qui arrivent, ça arrive. Il y a une directive européenne actuellement en discussion à Bruxelles qui va bientôt arriver, qu'il va falloir transposer en droit français. Qui renouvelle, excusez-moi, qui actualise celle de 2000. Qui actualise celle de 91. Pardon, celle de 91. Donc on est en train de se définir ce que va être l'assainissement pour les 30 prochaines années, qui va nous amener tout un tas de défis supplémentaires. Donc on voit que le sujet, a tendance à s'élargir. Moi, il y a un point que je voudrais, peut-être une évidence, mais je voudrais peut-être commencer par ça. D'abord, on parle de l'eau, on parle du coût. Voilà. Mais on s'aperçoit de plus en plus, on a tendance à se rappeler la valeur et les bénéfices que ça apporte. Il ne faut pas oublier ça. C'est-à-dire que l'eau, ça a un coût. Oui, ça a un coût. On parle de quelques euros le mètre cube. N'oublions pas, et peut-être qu'on est en train de reprendre conscience de ce que ça veut dire, la valeur de cette eau. Ça, c'est une chose qu'il faut évidemment avoir en tête. La valeur, excusez-moi, arrêt sur image, la valeur financière avec tout le risque de monétarisation de ce bien commun. Alors, le risque de monétarisation, puisque vous m'en parlez, peut-être on a eu l'occasion d'en discuter lors d'une conversation préalable. J'ai eu une expérience antérieure dans un parcours international dans un pays avec un système qui est complètement différent. Là, on est au summum de la monétarisation. Le Chili. Le Chili, voilà, où on a des droits d'eau. Alors les droits d'eau se vendent sur un marché. C'est-à-dire que je suis une collectivité, j'ai un certain nombre de droits d'eau. Et puis je trouve qu'à un moment donné, j'en ai trop, donc je vais sur le marché, on m'achète mes droits d'eau, donc une entreprise minière m'achète mes droits d'eau. Voilà, ça, on est dans la monétarisation la plus totale. Je tiens à dire, alors je vous l'avais dit lors de notre conversation au préalable, en France, non seulement on n'en est pas là, mais d'abord on a un système qui n'est absolument pas, enfin un système juridique qui n'est absolument pas celui-là. L'eau, c'est un bien commun dont l'État décide de la bonne affectation, donc ça n'a rien à voir, ce n'est pas un bien marchand. Je n'ai jamais entendu... Alors, pour aller vers un système comme celui que vous décrivez, qui pourrait générer certaines craintes, il faudrait complètement bouleverser notre régime juridique. Et je n'ai jamais entendu de la part d'un quelconque parti politique, quel qu'il soit, l'envie d'aller vers un système comme celui-là. Donc je pense que là-dessus, il faut relativement se rassurer. Je vous rassure et je pense qu'on a bien compris le sens que vous mettiez dans le mot valeur. C'est qu'en somme, finalement, cette rareté, ces situations de pénurie nous font prendre conscience, vous l'avez dit, de la valeur de l'eau et nous incitent à des usages plus sobres, ce dont on parlait au cours de la précédente table ronde, et donc nous met en situation d'user de manière plus efficace et donc de faire des économies dans l'usage qu'on en fait. Absolument, et de s'en rendre compte effectivement de l'apport et de ce que signifie avoir de l'eau, parce qu'on l'a oublié, ouvrir le robinet, avoir l'eau qui coule, on a oublié ce que ça représentait. C'est quand on commence à plus l'avoir qu'on se rend compte de ce que ça signifie. Et alors je voudrais compléter mon propos en disant que sans doute, alors quand on parle de financement, la première chose à faire, c'est ce que je dirais les nouvelles sources de financement et les dépenses évitées, qui sont finalement, c'est à mettre sur le même au même niveau. Alors, les nouvelles sources de financement, et je vais prendre un exemple. Je parlais tout à l'heure de l'efficience énergétique. Bon, on a, et de plus en plus, en matière d'assainissement, les dispositifs permettent à partir des eaux usées, de produire de l'énergie. Produire du méthane qui peut être injecté dans les réseaux de gaz, etc. Donc là, on est sur finalement des ressources nouvelles qui peuvent venir aider à financer le cycle de l'eau. Donc là, on a ces mécanismes-là auxquels il va falloir faire appel de plus en plus
quand on va rentrer vers des obligations d'efficience énergétique, voire de neutralité énergétique pour les systèmes d'assainissement, ce qui semble être la direction dans laquelle s'oriente la future directive. Et là, il y a quelques blocages administratifs un petit peu regrettables qui font que, par exemple, il y a une interdiction de mélanger les boues et les biodéchets. Fait que c'est des ressources dont est privé finalement, dont sont privés les services de l'assainissement. On dit que c'est un petit peu regrettable parce que là, il y aurait des sources et des moyens de financer via quelque chose d'extérieur au cycle de l'eau, de financer et d'aider le cycle de l'eau. Voilà. Et puis sur les dépenses évitées, il y a un autre exemple que je voulais citer qui me paraît important. Ce matin a été mentionné le sujet des pesticides. Alors évidemment, c'est un sujet de grande préoccupation pour l'ensemble des opérateurs, pour l'ensemble des collectivités en charge de services d'eau. On a une certaine présence de pesticides ou de métabolites de pesticides, je ne veux pas entrer dans les détails trop techniques, répartis un petit peu partout sur le territoire qu'on a découvert. On découvre au fur et à mesure qu'on se met à les analyser. Et en fait, pour certaines de ces molécules, on ne sait pas quel est leur niveau de dangerosité. Et un certain nombre de ces molécules, par défaut, par les autorités sanitaires, sont classées comme ce qu'on appelle pertinents. Ça veut dire qu'il faut les traiter. Et elles sont classées par pertinents, non pas parce qu'elles sont dangereuses, mais parce qu'on manque de connaissances dessus. Donc là, il y a deux possibilités. Je parle des molécules qui proviennent de produits qui sont aujourd'hui interdits. Donc on n'est plus dans le préventif, on est dans le curatif. Hein, des molécules déjà existantes. Le préventif ne sert plus à rien parce que ce sont d'anciens produits qui étaient utilisés, dont on retrouve les molécules de transformation. Donc là, il y a deux possibilités. Soit on les traite, et ça coûte beaucoup d'argent, soit on va faire des études complémentaires pour bien étudier la dangerosité de ces molécules et peut-être qu'on va s'apercevoir que les besoins de traitement compte tenu des teneurs qu'on détecte dans le sol ne sont pas nécessaires. Donc là, dans un cas, ça va coûter des centaines de millions. Dans l'autre cas, ça va coûter le coût d'études. Donc là, il y a évidemment des sujets sur lesquels il faut se pencher. Parce que ça, c'est ce que j'appelle les dépenses évitées, dont la nécessité n'est pas aujourd'hui complètement avérée. Merci pour ces premiers éclaircissements. Avant d'entendre comment notre prochaine intervenante, Géraldine Rollin, je ne résiste pas à l'envie de faire ce constat, c'est qu'il y a un certain nombre de secteurs, le monde automobile, qui, face au défi de l'électrification, connaît un phénomène de concentration, de consolidation. C'est l'occasion de dire que ce phénomène ne s'observe pas dans le domaine de l'eau. Pour preuve, comment Suez, le groupe Suez, son activité eau est indépendante par rapport à l'activité eau du groupe Veolia. La fusion n'a pas concerné. Bon, vous voulez rajouter un point là-dessus ? Ah oui, merci de le rappeler. Oui. Effectivement, le groupe Suez et le groupe Veolia sont deux groupes qui sont totalement dépendants. Veolia, suite à une opération financière, a mis la main sur un certain nombre d'activités de Suez à l'international. Par contre, les activités de Suez en France sont restées rigoureusement les mêmes. Et Suez et Veolia continuent à être concurrents sur les différents marchés avec d'autres entreprises. Donc cette opération dont on a beaucoup parlé ces dernières années n'a absolument pas concerné le panorama des entreprises en France. Ça va mieux en le disant, nous sommes d'accord. Voilà. Poursuivons avec vous, Géraldine Rollin. Merci, c'était bien évidemment important de vous avoir avec nous. Blandine Calcio-Godino a rappelé en quelques mots ce que faisait la Banque des Territoires en termes d'accompagnement et comment, à travers le dispositif Aquaprêt, vous allez nous en dire un peu plus. Mais auparavant, puis-je compter sur vous pour nous aider en fait à y voir un peu plus clair sur les sommes engagées tant du côté des recettes que du côté des dépenses. Alors, il faut appuyer. Voilà. Vous êtes venu avec quelques visuels, on peut les projeter si vous souhaitez vous appuyer là-dessus. Alors, oui, voilà, il y a peut-être un peu trop de chiffres, mais c'est vrai qu'en tant qu'expert financier, moi, j'aime bien en général appuyer mon analyse avec des chiffres. Et je vais revenir sur la question du modèle économique qui est quand même assez vertueux en France. On l'a déjà dit, le prix de l'eau est relativement modéré
On a une bonne couverture et performance des services globalement, hein, comme on l'a rappelé. Les 2000 communes qui ont manqué d'eau cet été, si on rapporte au nombre d'habitants, ce sera, je pense, beaucoup moins spectaculaire, hein, que ce nombre de 2000 communes. Donc globalement, des services qui fonctionnent bien, à un prix de l'eau qui représente peut-être 500 € par an pour les ménages par rapport au prix de l'électricité. Voilà, on a encore de la marge, hein, en termes de marge de manœuvre sur les budgets d'eau. Alors ça dépend, c'est une moyenne, hein, 4 € par mètre cube par an. Mais voilà, je pense que c'est important de revenir aux chiffres pour casser, nuancer certaines représentations. Et on a donc ce modèle de l'eau paie l'eau, hein, qui repose sur l'obligation d'équilibrer les budgets des services d'eau, hein, qui sont des services publics, industriels et commerciaux, qui est un peu, on l'a déjà évoqué, dévoyé, parce que de plus en plus, les redevances prélevées auprès des usagers sur ces services sont redirigées par les agences de l'eau qui assurent la péréquation sur des missions qui sortent du périmètre de ces services, hein, qui sont de l'ordre de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations. On a de plus en plus on a 75% des redevances qui sont d'eau qui sont payées par les usagers domestiques, alors que on a une redistribution qui est de manière croissante apportée à des usages qui ne sont pas, qui n'est pas celui de l'usage domestique. Donc ça pose la question de la fiscalité, qui a déjà été évoquée par ailleurs par Thierry, et qui fait l'objet d'un chantier en cours. Donc je ne vais pas développer ce point. Ouais, c'est vrai qu'en tant qu'agent de la Banque des Territoires, j'ai envie de mettre un petit focus sur la question du financement plutôt que de la fiscalité. Ce qu'on voit sur ces chiffres qui sont des moyennes sur les années 2000, qui sont issues d'une publication du ministère de la Transition énergétique, c'est que sur les 6 milliards d'investissements par an dans les infrastructures des services d'eau et d'assainissement, on a un recours à la dette qui est historiquement très faible. Voilà. Ça me paraît important de le souligner, parce qu'on parle beaucoup de manque de moyens. Moi, quand je regarde ces chiffres, je me dis qu'il y a des marges de manœuvre. Parce que moi, j'ai passé une partie de ma carrière à mettre en place des financements privés pour financer des infrastructures publiques. Et souvent, pour des services où on a une stabilité de recettes, comme c'est le cas pour c'est les services de l'eau, on va à 60, 80, 90% de dette, des fois, pour financer une infrastructure nouvelle. Donc, quand je vois cette statistique, donc finalement, en moyenne, de recours à la dette, je me dis qu'on a des marges de manœuvre et que ce n'est pas qu'une question de la question du manque de subventions. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des freins un peu psychologiques, parce que historiquement, en fait, l'équipement primaire du marché, entre guillemets, hein, du territoire, il a été réalisé il y a des décennies, on ne s'en souvient plus. Et donc, on a eu une habitude ces dernières décennies, finalement, parce qu'on était sur du renouvellement et puis un besoin d'investissement modéré. On a eu l'habitude de finalement avoir des services peu endettés. Alors que finalement, là, dans une phase d'accélération des investissements, on parle en fonction des chiffrages d'un manque de 3, 4, 5 milliards par an. Il y a besoin de trouver des sources de revenus, de financement supplémentaires. Et j'ai déjà entendu des collectivités me dire « Ah, mais ça va faire exploser notre capacité, notre taux de capacité de désendettement », avec des références à si ça dépasse 5, c'est insurmontable, 5 années
Alors qu'en fait, quand on... Voilà. D'où l'intérêt de l'accompagnement, c'est le mot qui a été évoqué tout à l'heure, de la Banque des territoires, pour accompagner dans ces collectivités. Et puis ce dispositif à quoi près. Mais avant de me répondre, j'essaie de comprendre, c'est-à-dire que finalement, vous nous dressez une situation qui n'est pas si dramatique, sauf à faire un travail de dentelle en constatant qu'en fait, il y a une disparité d'un territoire à l'autre et qu'il faut donc appréhender les choses à cette échelle-là. C'est ça le... Alors, il peut y avoir des disparités, mais c'est aussi pour ça qu'on a un système de péréquation via les agences de l'eau qui existent. Et effectivement, on peut avoir des communes plus endettées que les autres et qui ont peut-être moins de marge de manœuvre. Mais là aussi, on est finalement sur des budgets annexes, les services d'eau et d'assainissement, où on devrait pouvoir aussi augmenter le levier sans que ça obère la capacité de financement sur le budget. Le budget général de la commune. Il y a peut-être aussi des enjeux de communication financière à améliorer, à optimiser. Et puis, il y a aussi, si vraiment ces enjeux, ces impératifs de communication financière, de marge de manœuvre sont insurmontables, il reste aussi, c'est un peu iconoclaste parce que c'est pas dans l'air du temps, mais le recours à la concession. Finalement, parce que si on se souvient bien, c'est quand même via les concessions qu'ont été financés l'équipement primaire du territoire. Et on a perdu peut-être un peu cette mémoire, je pense. Bon, voilà. Alors, creusons, allons encore un peu plus loin sur ce que vous faites, donc accompagnement, et quelques mots peut-être aussi sur cet à quoi près qui a été mis à disposition. Oui, alors là, effectivement, il a été annoncé, ça faisait partie des mesures du plan eau, l'évolution des conditions de l'Aquaprès, qui ne s'appelle plus Aquaprès, c'est la slide d'après, et qui s'appelle maintenant prêt de transformation écologique, parce que finalement, on a simplifié notre offre pour adresser les enjeux de l'eau, mais aussi de l'économie circulaire, et tous les enjeux de transition écologique via un même instrument, avec des évolutions assez notables qui sont une baisse de la marge, qui est maintenant à 40 points de base sur le taux du livret A, ce qui fait quand même un instrument de financement assez compétitif. Et l'évolution aussi majeure et qui répond à une attente que moi j'ai déjà vue être formulée par des élus, c'est la possibilité de faire des prêts à taux fixe jusqu'à 40 ans, voilà, pour des projets d'investissement d'infrastructures qui ont une durée de vie moyenne, évidemment, de 40 ans. En général, la maturité qu'on propose est en phase avec la durée de vie des infrastructures qu'on finance. Donc ça fait partie, il y a l'offre de prêt qui a été retravaillée pour correspondre davantage aux demandes, aux attentes des collectivités et qui, donc avec ces deux évolutions majeures dont je viens de vous parler, une baisse du taux et puis une hausse de la maturité des prêts qu'on peut distribuer à taux fixe. Voilà, on accompagne aussi les investissements dans les services, potentiellement en investissement en fonds propres, à côté de partenaires privés comme Suez ou Veolia. Et on essaie aussi d'accompagner des petites sociétés innovantes pour les aider, qui peuvent proposer des solutions à impact dans le domaine de l'eau et notamment dans la connaissance des réseaux ou la connaissance des hydrosystèmes, pour répondre à ces enjeux, ces préoccupations des collectivités. Et un dernier point peut-être qui intéresse en général beaucoup plus, c'est nos capacités en crédit d'ingénierie, en subvention, pour accompagner l'émergence de projets. Donc là aussi, on a plusieurs millions d'enveloppes de crédit d'ingénierie disponibles pour aider les collectivités à faire émerger leurs besoins. Voilà. Et je redirais peut-être juste un petit mot sur le parcours client destiné aux collectivités dont Blandine a un petit peu parlé au début. Aquagir qui va être lancé le 3 juillet.
l'idée derrière aussi ce parcours, c'est aussi de favoriser le passage à l'action des collectivités. Parce que finalement, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on parle beaucoup de frein financier. Nous, notre analyse, c'est que le frein, il est aussi peut-être un peu plus psychologique, voilà, c'est ce que plus vous psychologique évoquez. que financier. Et qu'il y a besoin de sensibilisation, d'accompagnement, de partage de connaissances. Et c'est le sens de ce projet de plateforme Aquagir qui va être lancé le 3 juillet avec le collectif de partenaires, les agences de l'eau, l'INRAE et j'en passe. Oui. Alors, j'avais bien noté la date parce que c'est l'occasion de revenir au Hub des territoires. Et une question avant d'entendre Thierry Burlot, s'il est toujours avec nous. On prendra les questions de la salle. Bien sûr, Monsieur Brunet, vous pourrez réagir. Mais je reviens sur la question, je l'anticipe peut-être, sur la question relative aux territoires ruraux, à leur spécificité. C'est quelque chose que vous prenez en compte dans votre accompagnement des territoires ? La spécificité donc des territoires ruraux qui se trouvent finalement confrontés à des investissements plus lourds en proportion des ressources dont ils disposent. Oui, nos crédits d'ingénierie peuvent être mobilisés destinés à ces territoires. De manière prioritaire. Alors ça dépend des thématiques, mais en l'occurrence, oui. Après, on veille aussi à accompagner le mouvement de consolidation des services parce que voilà, c'est le sens quand même aussi de la loi NOTRe de faire en sorte que les services se regroupent pour atteindre un seuil d'efficacité qui me paraît nécessaire. Et donc, on va pas se placer dans une situation où on faciliterait chacun chez soi. Voilà, donc on essaye quand même d'accompagner le regroupement et c'est pour ça que finalement on a des conditions aussi à la souscription à ces prêts de transformation écologique qui sont des conditions de bonne gestion patrimoniale qui ne sont donc d'avoir un diagnostic qui, pour être précise, consiste à avoir un diagnostic patrimonial des réseaux et un plan pluriannuel d'investissement. Et certaines petites communes disent mais nous on n'a pas les moyens en fait de faire ça. Je dis oui, le sens de l'histoire c'est peut-être se regrouper avec des communes plus importantes pour avoir les moyens. Et donc notre position ne sera pas de dire ah bah oui on va vous le financer, on va vous aider. Non, je veux dire, on aura quand même plutôt tendance à accompagner le sens de l'histoire qui est de dire il faut se regrouper pour avoir des moyens critiques. Alors, tout cela est une démarche récente, peut-être trop récente pour disposer d'assez de recul pour juger des effets, mais on a bien senti à travers votre témoignage cette volonté aussi de cette agilité avec laquelle vous adaptez ces outils en permanence pour répondre aux réactions au fond des territoires. Alors, Thierry Burlot, moi j'aimerais quand même vous entendre réagir en tant que, avec votre casquette d'élu que vous avez été en tant que vice-président de la région Bretagne. Quel regard vous posez sur, j'allais dire, l'arrivée, la présence de la Banque des Territoires dans ce paysage des financements, des politiques de l'eau? Monsieur Brunet pourra réagir et ensuite on prendra les questions de la salle. Thierry Burlot. Bah écoutez, pour moi, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Et Géraldine, veuillez noter. Non, je le dis parce que d'abord j'aime beaucoup le mot Banque des Territoires. Parce que non, j'aime beaucoup ce mot-là parce que c'est un outil public au service des territoires et je trouve que autour de la question de la transition, si on veut y arriver, il faut aussi que tout le monde y mette du sien, y compris les organismes de prêt. Et moi, je suis très content de voir la Banque des Territoires s'engager aussi fortement autour des transitions environnementales pour les collectivités. Ce que je voudrais dire, pour prolonger un peu le propos de Géraldine, moi, j'ai été élu pendant 40 ans. Le budget le plus facile à faire, lorsque on élaborait nos analyses budgétaires en début d'année, c'était le budget de l'eau. Pourquoi? C'était le plus riche. C'était celui qui posait le moins de problèmes. Donc, on a bien vécu. Et ça, il faut qu'on le reconnaisse tous. On a bien vécu. Et on s'est peut-être un peu endormi.
Alors, il y a des territoires qui ont beaucoup fait, et je constate d'ailleurs que ceux qui ont beaucoup fait, c'est ceux qui ont mutualisé, coopéré, interconnecté, sécurisé, fait les investissements dans leurs stations, etc. Et ces gens-là n'ont pas eu de problème ou peu de problèmes cet été. Là où on a eu des difficultés, c'est là où justement on n'a pas fait grand-chose. Et où le prix de l'eau d'ailleurs est très très faible. Et la deuxième chose que je voudrais dire, et qui va nous inviter tous à réfléchir, c'est que les services d'eau aujourd'hui, enfin jusqu'à présent, ils étaient très contents que les gens consomment. Parce que plus vous consommiez, plus il y avait de recettes. Et la maquette budgétaire de nos budgets, elle était construite sur quoi? Sur le volume. Et au moment où il va falloir parler sobriété, où il va falloir dire à nos concitoyens, à nos entreprises, à tout le monde, réduisons le volume d'eau, il va falloir, si on veut maintenir des recettes équivalentes, ou au moins équivalentes, qu'on réfléchisse à une autre maquette de financement de nos services d'eau. Donc, je dis ça parce que, vous voyez, on a bien vécu, et on a vécu sur un système qui faisait plutôt la promotion d'une consommation excessive. Hein, puisque ça venait autant remplir nos... Donc, bien sûr que la Banque des territoires, c'est très important. Et je pense, encore une fois, et je suis d'accord avec Géraldine, qu'on a des marges de manœuvre. Mais n'oublions pas une chose. On ne peut pas se plaindre, d'un côté, de demander de la décentralisation, et les services d'eau, par définition, sont des services publics décentralisés. Et il appartient à chaque collectivité en charge notamment du petit cycle de l'eau, de définir sa stratégie d'investissement, de financement et de prix, et attendre tout de l'État. Il faudra aussi que collectivement, et des agences de l'eau, il faudra aussi que collectivement, on puisse bien réfléchir à ces questions. Et pour revenir à ce qu'a dit Laurent tout à l'heure, et qui était pour moi aussi très important, c'est que le dilemme aujourd'hui, il est où? Il est sur l'un des dilemmes, il est sur la question du traitement et de la prévention. Et je trouve que l'exemple des pesticides était intéressant. Aujourd'hui, les collectivités vont devoir faire un choix, parfois douloureux. Si on a des métabolites de pesticides dans les eaux, vous imaginez bien que nos consommateurs ne vont pas être contents du tout. Et ça dépendra, le prix de l'eau dépendra aussi de ce qu'on mettra dans le prix de l'eau et de ce qu'on apportera comme garantie à nos contribuables et à nos concitoyens et à nos consommateurs. Moi, je pense que le juste prix, c'est celui qui sera combiné prévention, traitement et garantie sanitaire au robinet. Et il faudra sans doute qu'on ait des relations encore plus fortes d'information, de sensibilisation de nos publics, de nos consommateurs à ces questions. Et le dilemme de la prévention et du traitement, il est important. Regardez le débat qui se passe aujourd'hui autour du CEDIF, sur ce qu'on appelle des traitements par osmose inverse pour essayer de capter au maximum toutes les pollutions. C'est un débat intéressant. Hein. C'est un débat intéressant. Et les conséquences financières ne seront pas minces. Donc il faudra, si on veut améliorer les traitements et aller encore plus loin et garantir de manière encore plus forte la qualité de l'eau du robinet, il faudra aussi qu'on soit capable d'expliquer tous nos dérèglements, parce que je vous rappelle quand même que si on a des pesticides dans les eaux, mais si on a des microplastiques dans les eaux, et comme l'a dit André Bernard tout à l'heure, si on a des résidus de produits médicamenteux dans les eaux, c'est qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Merci Thierry Burlot. Je note que vous n'avez pas réagi à ce qu'a dit Géraldine Rolin au détour d'une phrase, à savoir la possibilité d'encourager le recours à la, si j'ai bien compris, la délégation de services publics, mais vous pourrez le faire plutôt dans le temps d'échange avec la salle. Auparavant, finissons ce tour de table. Bien sûr, Géraldine Rolin pourra réagir à tout ce qui aura été dit, mais avec vous, Laurent Brunet, donc vous, précisément, à travers la délégation de services publics, vous êtes en dialogue avec les collectivités. Est-ce que vous intégrez la présence de la Banque des territoires dans le paysage pour aider les collectivités à résoudre la quadrature du cercle des financements de leur politique de l'eau?
Oui, bien entendu. Et on se réjouit de cette présence, évidemment, puisque c'est une aide indispensable pour les collectivités pour pouvoir se projeter. Et quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans ce qui a été dit, quand on dit gestion patrimoniale vertueuse. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, avec la situation dans laquelle on est, changement climatique, il faut se projeter, même si c'est pas facile, parce que les scénarios futurs, ils sont pas faciles à déterminer, mais il faut qu'il y ait cette vision future. Encore une fois, quand on ouvre le robinet, ça coule, on se préoccupe pas trop. Bon, la vision future, on dit il y aura toujours de l'eau. La France est un pays arrosé, plein d'eau, il y aura toujours de l'eau, donc on n'avait pas forcément besoin de se projeter complètement. Là maintenant, ça fait quelque temps, mais enfin, on se rend compte que ça n'est plus du tout possible. Il faut se projeter dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, en se disant quelles seront mes ressources en eau dans 30 ans, quels seront mes besoins, comment tout ça va évoluer, comment va évoluer effectivement mon patrimoine, mes réseaux, comment vont-ils vieillir, et arriver à avoir cette projection. Et c'est cette projection qui permet ensuite de lancer des plans d'action, de choisir, de prendre les meilleurs choix, les meilleures options. Nous, comme entreprise, ça fait des années qu'on réfléchit à ça et qu'on essaye et qu'on apporte des outils aux collectivités pour leur aider à projeter, pour leur aider à voir comment vont évoluer, comment va vieillir leur réseau, leur patrimoine, comment répondre à tel ou tel défi qui va arriver dans l'avenir. Donc, effectivement, cette vision, cet engagement à long terme, je trouve que c'est extrêmement précieux d'avoir cette vision-là. Si à l'issue de la journée, on s'amusait à réunir tous les mots à mettre en exergue, qui vont cristalliser nos réflexions, il y en aura un à ajouter à la liste que vous n'avez pas prononcé, mais vous nous l'avez suggéré, c'est celui de prospective. Peut-être qu'il y a un enjeu de prospective de l'eau et d'anticipation des problématiques. Sauf si Géraldine, vous souhaitiez réagir à ce que vous avez entendu. On prend les questions de la salle. Je ne sais pas comment interpréter votre mot. Sûr, on peut écouter les questions. On peut écouter les questions. Alors voilà, merci par avance à Mélissa. Oui, très bien. Merci. Du coup, je vais préciser, puisque alors, la première des choses, je vous remercie sur les métabolites, parce que je partage complètement votre analyse. On est en train de partir dans une espèce d'hystérie à vouloir obliger les collectivités, j'ai des cas de figure, à traiter des molécules sur lesquelles, au final, on n'a pas suffisamment de recul, ni en termes de toxicité pour la population, ni en termes de capacité aujourd'hui et typologie de traitement, avec des coûts qui sont extrêmement conséquents. En discutant avec des scientifiques qui sont spécialisés en traitement de l'eau, on est assez d'accord sur le fait que c'est quelque chose qu'il faut modérer pour savoir dans quel sens s'engager correctement et ne pas dépenser de l'argent qui est compliqué aujourd'hui à avoir. Après, je voulais revenir parce que j'étais un petit peu surprise en fait des croyances établies et du fait que la ruralité et la problématique du financement des réseaux est liée à des communes isolées. Et je voudrais qu'on arrête de stigmatiser en fait et de faire des raccourcis. Donc, je vous ai pris 3 exemples faciles. Je vais aller très rapidement. Une phrase, très rapidement. Un syndicat de 89 communes, 850 km, 16 000 abonnés, 1 700 000 m3 d'assiette. Il me faut 19 abonnés pour financer 1 km de réseau. 19 abonnés. Le S2E 77, 130 communes, 2000 km de réseau, 52 000 abonnés, 6 600 000 m3. Il me faut 26 abonnés pour financer 1 km. J'ai un prix de l'eau potable pure à 4,90, juste l'eau potable. Et puis j'ai pris Nantes Métropole, puisqu'ils sont là. 24 communes, 3200 km de réseau, 223 000 abonnés, 31 millions de mètres cubes d'assiette. J'ai 70 abonnés pour financer 1 km de réseau. Et j'ai une augmentation de la dotation par abonné de 40%. Je passe de 100 mètres cubes à 140 mètres cubes. C'est de cette ruralité-là qui a commencé sa mutation il y a bien longtemps, qui s'est regroupée, qui a mis en place des investissements sur lesquels on a travaillé. Et je vous remercie pour avoir augmenté les taux d'emprunt sur 40 ans, puisqu'il y a encore 10 ans, on était sur des inadéquations sur les taux, avec des ouvrages qui vivent jusqu'à 60 ans. C'est de cette ruralité-là, où on a un prix de l'eau potable à 5 € du mètre cube, qu'on n'arrive plus aujourd'hui à renouveler un patrimoine qui est arrivé à 70 ans. Voilà. Et dont on hérite, je partage votre analyse, et dont on hérite. Et aujourd'hui,
la contraction qu'on a, c'est qu'on a des prix du mètre cube à 10 euros. Donc au niveau de l'agence de l'eau, en fait, on nous dit qu'on ne peut pas financer nos ouvrages parce qu'on a dépassé le seuil d'acceptabilité de l'abonné. Moi, je rejoins votre analyse. Est-ce que finalement, en cas de raréfaction d'eau, le prix du mètre cube à 20 euros est un prix indécent? Je ne sais pas. Quand il n'y en a plus. Voilà, merci. Oui, intéressant. Géraldine. Oui, alors vous avez parlé de prix, enfin dans l'équation, hein, vous avez parlé de prix, vous avez parlé du coût de l'investissement, des subventions, vous n'avez pas parlé de la dette finalement et de la capacité d'endettement de ces... Le micro, excusez-moi, le micro pour que les webinaires et webineuses puissent vous entendre. Oui, pardon, excusez-moi, parce que du coup, moi, je travaille en finances publiques. Nous avons mis en place le financement par la dette et l'ADN des services d'eau et d'assainissement. Là aussi, je veux arrêter ces croyances de... Effectivement, vous avez des anciennes communes qui ne veulent pas financer par la dette. Nous, on finance par la dette. Et on a augmenté le plafond de dette acceptable de 10 à 15 ans également, et on a travaillé avec les systèmes bancaires. Donc, on a fait tout ce que vous avez évoqué. Et malgré ça, aujourd'hui, on n'y arrive pas. Voilà. Alors... Non, mais c'est intéressant d'avoir des cas concrets, voilà, parce que je suis assez d'accord, il faut rentrer dans le réel à un moment, et puis avec des chiffres et des vrais... voilà, aborder la réalité plutôt que de confronter des représentations. Donc, travaillons avec mes collègues et nos services à voir sur ces cas concrets comment résoudre l'équation. Voilà, mais là comme ça, c'est difficile d'aller un peu plus loin. Je ne pense pas que ce soit non plus, parce que là, je vous ai projeté des statistiques globales. Ce que vous me représentez, alors c'est évident que c'est plus compliqué pour une commune rurale de financer son réseau et sa rénovation. Mais voilà, sur le mur de la dette indépassable, là, je ne suis pas sûre que ce soit voilà, un problème vraiment très répandu. Pour l'essentiel des collectivités rurales, il faudrait, voilà, en tout cas, il faudrait avoir davantage peut-être de statistiques, de chiffres à confronter pour aboutir à une nouvelle compréhension commune. Mais en tout cas, en attendant, on peut travailler ensemble avec vos clients et nos moyens en ingénierie, en financement, en dette, pour voir comment résoudre leur équation qui a l'air compliquée. Avant d'entendre Thierry Burlot, je sais qu'il voulait intervenir. En tout cas, votre intervention me fait prendre conscience du fait que autant on connaît le prix d'un litre d'essence, en tout cas pour ceux qui roulent encore avec un véhicule à moteur thermique, etc., on peut le visibiliser, etc. Autant il y a encore du chemin, et ça rejoint ce que vous disiez également, pour visibiliser ce que ça coûte au niveau du ménage, mais également au niveau de la collectivité. J'ai bien aimé votre rapport, le tout ramené au nombre d'abonnés, parce que c'est un chiffre qu'on peut mettre en débat public pour ensuite savoir quels investissements on priorise, etc. Voilà, c'est juste un feedback. Thierry Burlot souhaitait intervenir. Simplement pour dire que on sait tous qu'un réseau d'eau, d'assainissement d'ailleurs, en milieu rural et en milieu urbain, ça ne coûte pas le même prix. C'est évident, puisqu'on a moins d'abonnés. Et puisque je vous rappelle que tout ça était construit sur un système, c'était le financement par le mètre cube et par un forfait. Donc, si vous avez moins d'abonnés et donc moins de consommation, ça vous coûte plus cher. C'est pour cette raison d'ailleurs que, historiquement, les services d'eau en milieu rural étaient financés par le FEOGA, Fonds européen, le PMU, pour ceux qui s'en souviennent. Et les services d'eau en milieu rural ont été financés à l'époque avec des aides très importantes dans les territoires ruraux parce qu'ils n'y arrivaient pas. Donc le constat, il a été fait déjà depuis de nombreuses années. Là, on parle du renouvellement des canalisations. Et le renouvellement des canalisations, nous, Agence de l'eau, puisque je préside le comité de bassin Loire-Bretagne, on a été interpellés sur cette question. Et le constat que l'on fait, les deux constats d'ailleurs ne s'opposent pas. Là où on a eu des coupures d'eau cet été, nous, sur le Loire-Bretagne, notamment dans le Massif central et dans quelques communes bretonnes,
C'est avant tout des communes isolées où l'eau coulait gravitairement et où les prix de l'eau étaient très, très, très bas. C'est une réalité. Bon, maintenant, j'entends bien les exemples qui viennent de m'être proposés, là, enfin, qui viennent d'être édictés. Je dirais deux choses. Nous, en ZRR, zone de revitalisation rurale, on continue à financer le renouvellement des réseaux, l'agence de l'eau, et les agences de l'eau sont les seuls outils aujourd'hui capables de faire la péréquation entre les périmètres urbains et les périmètres ruraux. Puisque je vous rappelle que c'est un système de péréquation qui redistribue plus, qui fait payer plus les villes, enfin les consommateurs des villes, au profit de la campagne. Alors le problème, si vous voulez, c'est que les agences de l'eau aujourd'hui sont confrontées à des choix stratégiques opérationnels forts, et on a hésité, faut se le dire clairement, à financer le renouvellement des canalisations parce que ça coûte très 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 cher et qu'on n'en a pas les moyens. Évidemment, si les dotations étaient plus fortes, on en ferait plus. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'on continue malgré tout à financer du renouvellement de canalisation en milieu rural. Peut-être, si je peux réagir rapidement, Oui, il y a sûr. aussi il y a des leviers pour réduire le coût aussi de ces investissements dans le renouvellement qui consistent par exemple à bien choisir les tronçons à renouveler. Hein, donc il y a de plus en plus d'approches de diagnostic patrimonial qui se mettent en place par du logiciel, par des techniques d'inspection. Voilà, c'est pas qu'une question toujours de moyens supplémentaires. Oui, en fait, tout à fait. c'est aussi parfois, voilà, mieux. Vous l'avez dit en fait, hein, mieux prioriser les investissements, mieux les programmer. Là aussi, il y a peut-être encore pas mal de leviers à actionner de ce côté-là. Ce dont Laurent Brunet pourrait témoigner. Oui, absolument. Ben, merci pour effectivement cette remarque. C'est extrêmement important parce que, bien sûr, l'argent, c'est comme l'eau, c'est rare. Et donc, le souci, effectivement, de choisir les politiques patrimoniales les plus ajustées, les plus pertinentes, c'est des sujets sur lesquels on travaille depuis des années. D'ailleurs, le numérique a été d'une grande aide, un grand apport là-dessus, parce c'est beaucoup de données à traiter. C'est beaucoup d'analyses de résultats, etc., des simulations, logiciels de simulation, enfin, etc., qui vont cibler effectivement quel est l'endroit où le renouvellement est le plus pertinent. Parce qu'il y a des canalisations qui peuvent vivre 150 ans, très bien. Il y en a d'autres qui, au bout de 30 ans, en fonction des conditions dans lesquelles elles travaillent, ça va être plus compliqué. Et donc, c'est effectivement ces outils-là qui vraiment sont destinés à optimiser, à porter le meilleur choix, à aider les collectivités à faire le meilleur choix pour mettre les euros là où vraiment ils sont les plus pertinents. Tout à fait. Alors, M. Mazzoni souhaitait intervenir. C'est le Dunkerquois qui parle. Très très rapidement, pour rebondir sur ce qui a été dit et complété par le fait qu'il y existe aussi, enfin que les techniques évoluent et qu'il existe aussi aujourd'hui des techniques non pas de renouvellement mais de réhabilitation, peut-être plus adaptées pour les secteurs plus ruraux, avec des distances de canalisation importantes mais qui nécessitent peu de branchements. Et donc ces techniques de réhabilitation confirmons-le, permettent de réduire de 30-40% l'ensemble des dépenses d'investissement. Et effectivement, en ciblant les éléments avec la priorisation des interventions à mener, bien connaître son patrimoine, une gestion de patrimoine éclairée permet effectivement d'optimiser les dépenses. Je passe le micro à Régis qui a levé la main aussi. Pendant que vous le passez, ce que vous dites, c'est une anticipation de ce qu'on va montrer cet après-midi. Les territoires inventent, innovent, etc. Et donc tout l'enjeu, c'est de les faire se rencontrer à travers un hub, justement. Mais ça, on le verra cet après-midi. Monsieur. Oui, rebonjour. C'était plutôt pour Thierry Burlot que je voulais poser une question et déjà poser un constat. Effectivement, aujourd'hui, les usagers domestiques et non domestiques d'ailleurs, des services publics d'eau et d'assainissement contribuent à 82% au budget des agences de l'eau. Le domaine 2, c'est-à-dire le domaine petit cycle de l'eau, est passé entre le 9e programme et le 11e programme de 55% des aides à 35%. Le plan eau remonte le plafond mordant de 300
325 millions d'euros supplémentaires. On n'a aujourd'hui aucune garantie que ce ne sont pas les usagers de l'eau et de l'assainissement qui vont payer ces 325 millions d'euros supplémentaires, ou en tout cas une grosse part. Les lettres de cadrage des 12e programmes viennent d'arriver. Est-ce qu'au niveau des différents présidents de comités de bassin, vous avez pu et vous pensez pouvoir avoir des leviers pour plaider une certaine forme de rééquilibrage à la fois dans les contributions financières et dans les aides des agences de l'eau, pour qu'elles retrouvent, pas complètement, mais un petit peu plus, ce rôle finalement de péréquation qu'elles avaient eu avec la loi de 64, entre notamment le milieu rural et le milieu urbain, mais aussi d'ailleurs entre des territoires où il y avait beaucoup d'eau et des territoires où il n'y avait pas beaucoup d'eau. On clôturera avec la réponse de Thierry Burlot, sauf s'il y a des questions qui brûlent encore des lèvres. Non? Bon, Thierry Burlot. Alors là, Régis, c'est une colle, parce que là, il faudrait un temps pour répondre à cette question, mais je vais essayer en quelques minutes. Déplafonnement du plafond de dépenses des agences, 475 millions d'euros. Donc c'est vrai qu'on nous propose aujourd'hui de prélever plus de redevances pour pouvoir agir plus. Et la question que Régis pose, c'est qui va payer cette augmentation de redevances? Est-ce que c'est l'usager domestique? Est-ce que c'est l'usager industriel? Est-ce que c'est l'usager agricole? Donc ça pose la question de la connaissance précise des usages. Alors là, je voudrais intervenir sur un point assez précis qui m'inquiète. C'est la méconnaissance totale des prélèvements privés. J'ai fait un rapide calcul en Bretagne. En Bretagne, on consomme 250 millions de mètres cubes d'eau potable sur les réseaux publics. Aujourd'hui, le BRGM nous dit que les prélèvements publics seraient de l'ordre de 40 millions de mètres cubes. Quand je dis prélèvements privés, de 40 millions de mètres cubes, c'est les forages, les sources, les fontaines, etc. Moi, je pense, après un rapide calcul, alors ces 40 millions, c'est ceux qui sont déclarés, et donc soumis à redevance, titre de l'agence. Parce que quand votre forage est déclaré, si vous dépassez un certain cubage d'utilisation, vous payez comme tout le monde une redevance d'usage, qui est moins forte que la redevance d'usager public, mais que vous payez quand même. Et moi, j'ai fait un rapide calcul, je pense qu'on n'est pas à 40 millions, mais peut-être à 150 millions de mètres cubes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, on a une méconnaissance des prélèvements privés, notamment dans les nappes d'eau souterraines. Et là, ça pose un vrai problème, c'est que lorsqu'on travaille sur l'eau, qu'elle soit publique ou privée, c'est la même. Et c'est l'assiette de redevance qui est posée. Donc, avant de poser la question d'augmenter les redevances, il faudrait peut-être d'ailleurs qu'on se pose la question de savoir est-ce que l'assiette de redevance est bonne aujourd'hui? Et je suis d'accord avec Régis pour dire qu'on a utilisé ces dernières années l'argent des agences de l'eau pour faire autre chose. Je vais vous prendre l'exemple de la biodiversité. L'Office français de la biodiversité aujourd'hui est très largement financé par les 2 milliards des agences de l'eau, puisqu'on attribue 380 millions d'euros par an pour le financement de l'OFB. Évidemment que les présidents de comité de bassin que nous sommes préférerions que cet argent soit destiné à l'eau plutôt qu'à la biodiversité, même si la biodiversité est aussi une urgence environnementale. Vous voyez? Donc ça pose la question, à terme, d'une question qu'on n'a pas réglée encore. C'est celle du financement du grand cycle de l'eau. Parce qu'autant sur le petit cycle, depuis 1964, les choses fonctionnaient assez bien, puisque plus je consommais, plus je payais. Sous réserve de ce que je viens de dire, que tout le monde paye. Là, ça fonctionne bien. Enfin, la compréhension du phénomène, elle est bonne. Par contre, quand vous êtes sur le grand cycle, là, vous n'êtes plus sur des petites nappes, vous êtes sur parfois des fleuves, des rivières très importantes. Et on vous demande de financer la biodiversité, on vous demande de financer les inondations, on vous demande de financer les mesures agri-environnementales et climatiques. Et là, vous voyez bien que le budget des agences de l'eau explose. Donc, il faut qu'on se pose, et d'ailleurs, c'est l'objet d'une étude que le CFE vient d'engager, en partenariat d'ailleurs avec la Banque des Territoires, et je l'espère, la FNCCR et tous les partenaires, c'est comment on finance demain le grand cycle de l'eau. Et vous vous rendez compte que
Marcel Sadier, président de Rhône Méditerranée Corse, me disait que, vous vous rappelez l'épisode de la Roya, quand il y a eu cette fameuse catastrophe naturelle, il y a eu quand même 1 milliard de dégâts. Alors, on a demandé à l'agence de l'eau de financer une partie de ces dégâts. Donc vous voyez les risques, les catastrophes naturelles, la question des catastrophes naturelles, posée à la question du dérèglement climatique, posée à la question de l'eau. Vous avez vu ce qu'on vit. On a parlé de sécheresse, mais vous avez vu les crues qu'on vient de vivre encore dans certaines régions de France là, ces dernières heures. Ben, toutes ces questions méritent qu'on porte un regard sur le financement global et qu'on soit capable, comme l'a dit Laurent tout à l'heure, de se donner de la prospective, d'être capable d'anticiper tout ce qui va nous arriver. Thierry Burlot, vous m'embarrassez, hein, parce que sous couvert de répondre à une question, vous en posez une très grosse qui mériterait de repartir un tour. Mais je pense que tout l'intérêt d'une table ronde, c'est aussi d'aider à reformuler les questions ou à en soulever d'autres. Pour ma part, je repars quand même avec des éléments de constat et de réponse plutôt réconfortants. C'est que, et pour reprendre l'intitulé d'un de vos visuels, Géraldine, nous avons un existant qui a fait ses preuves, hein, c'est le modèle hérité de la loi de 1964, incarné à travers les agences de l'eau. Vous avez tous dit que voilà, ça existe, il est simplement sous pression. Ce que l'on a entendu, c'est qu'il y a des propositions qui sont faites, des dispositifs, des solutions qui se mettent en œuvre. S'il y a un point de vigilance à avoir, c'est autour de cette notion de péréquation, hein, qui est revenue dans la discussion, parce qu'il y a un véritable enjeu. À travers la péréquation des mécanismes financiers, il y a la question de la solidarité entre les territoires, hein, donc un horizon à préserver. En tout cas, pour tout cela, merci, d'autant plus que vous interveniez sur sans doute le sujet le plus aride de la journée, et il me semble que vous l'avez rendu vivant en faisant sentir votre engagement et vos convictions. Pour cela, merci à tous les quatre. Vous vouliez rajouter quelque chose ? Je voulais peut-être juste rebondir sur cette question de la péréquation. C'est vrai que ce sont les agences de l'eau qui incarnent ce principe. La Banque des territoires est un acteur plutôt récent, en fait, hein, dans le paysage, et là aussi pour faire de la péréquation, parce que même si on parle de prêt, un prêt à 40 ans à 3%, ça reste de l'aide publique. Voilà. Je voulais quand même, on est sur des instruments qui sont, comme dit dans le jargon, des banques publiques de développement concessionnelles, avec un coût quand même pour la collectivité. Hein. On ne fait pas de l'argent en prêtant à 40 ans, à 60 ans, à 3%. Ça reste des instruments de péréquation aussi. Je voulais insister sur... et qui manifeste cette solidarité interterritoriale. Voilà.